Dans les studios de Sud FM, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé. À la une de Sud Midi, moins de tests, donc moins de cas de coronavirus. Ces dernières 24 heures, 3 décès ont été enregistrés et 153 nouvelles contaminations enregistrées, dont 106 issues de la transmission communautaire. Évidemment à Kaolack et Thiès, où justement le CTE est débordé. Les médecins alertent, la situation est catastrophique. Les décès se succèdent, les patients arrivent au CTE en fin de vie. De nombreux Sénégalais se tournent tardivement vers les structures sanitaires. Beaucoup pratiquent l'automédication. On se rend à la pharmacie. Quelle est justement l'attitude des pharmaciens dans ce contexte de pandémie? Reportage à suivre avec Moustapha Salambour dans la banlieue de Dakar avec El Hadj Moussa Thiam et les précisions du docteur Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens privés. Il sera l'invité de ce 12h. Et puis dans cette édition, nous parlerons également des désagréments liés aux travaux du BRT. Les riverains souffrent énormément. Un reportage de Josette Kali à suivre. Nous irons au Burkina Faso pour parler de la mesure prise par le gouvernement qui a interdit l'importation de volailles depuis l'apparition de la grippe aviaire au Sénégal. Les autorités au Burkina qui insistent sur le respect de la mesure. Mathieu Somda, notre correspondant sur place, nous donne plus de précisions. Au Mali, des vols civils sont désormais possibles à destination de Tombouctou dans le nord du pays. Le premier vol a été effectué ce lundi avec l'atterrissage d'un avion dans la ville, avion qui a transporté une mission gouvernementale. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Sud FM. Bonjour à tous, Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la pandémie du coronavirus. Sa situation évolue en dents de scie au Sénégal, moins de tests effectués, donc moins de cas recensés ces dernières 24 heures. 3 décès ont été enregistrés et 153 nouvelles contaminations, dont 106 issues de la transmission communautaire avec les mêmes zones en tête. Kaolack, Thiès ou encore Mbour, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fait le point quotidien. Sur 1457 tests réalisés, 153 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 106 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 9 dans la commune de Kaolack, 7 à Thiès, 6 à Mbour et à Touba, 5 au Mariste, 4 à Amitié, Dieuppeul et Zac Mbao, 3 à Dakar Plateau, Kédougou, Liberté 6, Mermoz et Rufisque, 2 à Guédiawaye, Kolda, Linguère, Médina, Matam, Ngor et Popenguine, 1 aux Almadies, Dara, Cambérène, Cité Aliou Sow, Cité Gadaye, Cité Impôts et Domaines, Colobane, Derklé, Diamniadio, Fass Delorme, Gibraltar, Grand Mbao, Grand Yoff, HLM Fass, HLM Grand Médine, Kanel, Keur Massar, Mékhé, Nord Foire, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Rebeuss, Sangalkam, Sébikotane, Sokone, Thiaroye Azur, Thiaroye-sur-Mer, Thilogne, Tivaouane, Yeumbeul, Yoff et Ziguinchor. 218 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 56 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 1er février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 27 080 cas ont été déclarés positifs, dont 22 363 guéris, 641 décédés et donc 4 075 patients sous traitement.
Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, a fait le point quotidien de la pandémie du coronavirus avec 3 nouveaux décès et 153 nouvelles contaminations, dont 106 issues de la transmission communautaire à Kaolack, mais également à Thiès. Thiès, où l'on suit cette alerte des responsables du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le CTE est débordé. Face à la multiplication des cas, le personnel médical appelle à plus de responsabilité. Babacar Ndao. Situation catastrophique du Covid-19 à Thiès, le coordinateur du centre de traitement des épidémies du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès sort de sa réserve, le professeur Madoki Maguette Diop. On a eu mal durant le week-end. Nous avons enregistré 3 décès avant-hier, 2 décès ce matin. Pendant que nous autres qui travaillons avons très mal, nous sommes confrontés à des personnes qui nous disent est-ce que Covid existe. Cela fait mal. Le mal est là, pour me répéter. C'est une maladie qui n'est pas inventée. Malheureusement, nous recevons des patients qui arrivent en fin de vie. C'est le cas de le dire, de façon crue. Nous n'aurions pas aimé compter les décès. Mais il y en a. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui viennent tôt sont tirés d'affaire et quand ils partent, c'est de très très bons ambassadeurs. Ils nous remercient, ils prient pour l'hôpital. Ils nous disent qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait autant s'investir et qu'ils vont être nos messagers pour dire à tout le monde de respecter les mesures barrières. Avec un secteur débordé, les blouses blanches appellent à plus de responsabilités. Professeur Diop. Là, on en était hier, justement, on en était à 18 et le matin, tout de suite, c'est descendu à 16 parce qu'on en a perdu 2. Mais il y a une forte demande. À chaque fois que nous faisons le plein, il y a une demande qui est très forte et ce qui a fait que même la direction a dû accéder à notre demande. Nous avons dû augmenter la capacité litière du centre qui est passée de 15 à 22 maintenant. Ça va aller à 22. La Fondation Amadou Dieye, pour accompagner le CTE de Thiès, a offert à la structure sanitaire du matériel de protection, des médicaments et des produits alimentaires. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, les médecins alertent sur la situation préoccupante à Thiès avec un CTE débordé face à la multiplication des cas de coronavirus. Direction Mbour, toujours dans la région de Thiès, Mbour, où de nombreux Sénégalais décident donc de se rendre au niveau des pharmacies à l'apparition de quelques symptômes. Les gérants de pharmacies se disent d'ailleurs exposés en cette période de pandémie, étant dans des lieux recevant du public et surtout des malades qui présentent parfois des symptômes. Les pharmaciens optent pour la sensibilisation et surtout l'orientation vers les structures sanitaires. Moustapha Sall. Docteur Ndiaye, assistant à la pharmacie Abdou Aziz Dabakh de Mbour. Voilà, c'est docteur Koli, pharmacie à Mbour. Ndiaye et Koli sont des docteurs gérants de pharmacie à Mbour. Étant dans des lieux recevant du public et des malades, ils se disent être exposés en cette période de propagation du virus. Oui, ça vraiment c'est un problème parce qu'on est très exposé, parce qu'il y a des patients entre guillemets qui sont un peu têtus, donc qui ne veulent pas respecter les mesures. J'ai une fois rencontré un patient qui souffrait aussi des symptômes. Apparemment, ils ont dit par des sources qui sont un peu entre guillemets qu'il avait le Covid-19. Et des fois, on est obligé de les laisser dehors. Ils disent aux gardiens ce qu'ils veulent pour les obliger. Donc, on leur dit, OK, mettez-vous dehors. On les offre carrément l'accès. Ces pharmaciens qui n'ont pas les moyens de tester les malades optent pour la sensibilisation et l'orientation en cas de présence de symptômes chez les clients. On soupçonne. Mais comme je t'ai dit avant, on essaie de ne pas apeurer la population, de ne pas les faire paniquer. Donc, on les demande gentiment, si ça persiste, d'aller voir la personne indiquée, qui est le médecin. Les patients ont l'habitude de venir à la pharmacie avant d'aller à l'hôpital. C'est ici leur premier secours, comme on peut dire. Dès qu'on voit un patient qui présente des signes, on prend le soin de le sensibiliser et de l'orienter dans les districts sanitaires qui sont les plus proches. Il y a des médicaments très prisés depuis l'apparition de la pandémie, mais ces vendeurs exigent l'ordonnance. C'est l'azithromycine, d'ailleurs, mais on est presque en rupture de stock d'azithromycine, donc c'est l'un des médicaments les plus prisés. Il y a l'hydroxychloroquine aussi, on est tombé en rupture. Il y a le paracétamol, voilà, mais comme je le dis, il y a de l'automédication, parce que souvent, quand les personnes demandent de l'azithro, on soupçonne que c'est ça. Pour éviter ça, on demande surtout l'automédication
l'automédication, on demande une prescription. Quand même, l'azithromycine, ces 10 derniers mois, c'est un médicament qui a été beaucoup utilisé. Il y a beaucoup d'automédication, mais nous, on ne donne pas un antibiotique comme ça. Ici, pour te donner un antibiotique, d'aller trouver le prescripteur, qui est le médecin, qui est chargé de prescrire un médicament, et ça fait partie aussi de sa législation. Je pense que c'est à eux de prescrire le médicament. Mbour fait partie ces derniers temps parmi les foyers de transmission du coronavirus. En 48 heures, plus d'une trentaine de cas communautaires enregistrés dans cette localité. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, les pratiques d'automédication, cette période de pandémie sont fréquentes dans les pharmacies, même si les pharmaciens n'excluent pas la présence de cette pratique par certains clients. Ils prennent des précautions. Dans la banlieue de Dakar, El Hadj Moussa Thiam s'est rendu dans une pharmacie de la banlieue, El Hadj Moussa Thiam, que nous retrouvons dans un instant, qui revient donc sur cette pratique, l'automédication qui comporte des dangers dans ce contexte de pandémie, puisque les médecins alertent depuis un certain temps. Les Sénégalais ont recours tardivement à la prise en charge médicale. Beaucoup préfèrent l'automédication. El Hadj Moussa Thiam. Ibrahim Seck est gérant de pharmacie Fatou Badji sur la route d'Enya à Pikine. Devant la caisse de son officine, une vendeuse s'occupe des clients. Tantôt c'est une demande de prix d'une ordonnance, tantôt c'est une question d'un client qui se lance dans l'automédication. Ici, des gens qui sollicitent des médicaments pour la Covid n'est pas fréquente, renseigne le pharmacien. Si parfois c'est rare, c'est rare, mais en principe on les oriente d'abord à l'hôpital pour avoir la prescription, Mais ce dernier affirme que les médicaments pour soigner le Covid figurent dans la prescription médicale des clients qui se présentent à lui. Mais en principe, ce que j'ai remarqué, c'est que les prescriptions maintenant qui viennent des structures sanitaires comportent surtout l'azithromycine, qui est indiqué, qui fait partie des médicaments pour traiter le Covid-19. Pour le pharmacien, la plupart des clients échangent avec lui sur les mesures barrières, même si toutefois il tente d'orienter certaines personnes qui tentent de se procurer des médicaments contre la Covid-19. Souvent, ils viennent c'est pour demander quand même des conseils pour le préventif, et surtout acheter des gels et des masques. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, la mise en place d'un protocole unifié, uniforme s'impose pour que chaque pharmacien puisse savoir quelle conduite tenir face à des cas suspects ou confirmés de Covid au niveau des officines de pharmacie. Dr Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, sera tout à l'heure notre invité après la page sport. Il est 12h13 dans nos studios. Arrêtons-nous aux désagréments liés aux travaux du BRT à Dakar. Entre poussière, bruit, difficulté d'accéder à la route principale, les populations et autres riverains des travaux entre Sacré-Cœur et Cité Keur Gorgui souffrent énormément. Reportage de Josette Kali. Que de contournements, voici ce à quoi se résument les déplacements de ces riverains. L'accès à leur lieu de travail ou à leur maison est devenu difficile. Les barrières dues aux travaux du BRT ne leur facilitent pas les choses. En fait, c'est très difficile d'accès parce que vous devez faire le tour ou voire même faire le double de votre chemin avant d'arriver dans votre lieu de travail. J'avoue que c'est des travaux. Sonal nañu carrément nag franchement parler parce que xam nga liggéey dafa am commencement ñoom dañoo ñëw rek dal sunu kaw ba tax na nit booy utal fooy liggéey ba pare da ngay ut nit yi fu muy jàllee mais loolu yëpp defuñu ko ay wër pour foo mën a jàll loolu dafa jafe trop waroon nañ ko waajal bu yàgg parce que nit moom balaa ngay tëj ay yoon da ngay utal nit ñi ay yoon ba pare mais tëj yoon yi te utaloo nit ñi fun jàll tamit amul benn sens. Certes, c'est bon pour l'avenir, mais il fallait y penser avant de le faire parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite. Ils n'ont pas calculé à faire des déviations par-ci, par-là. Bon, c'est très fatigant, j'avoue, c'est très fatigant. En face de ces travaux se trouve une agence multiservice qui n'est pas épargnée par la poussière et le bruit constant des engins. On essaie de s'adapter vraiment parce que là, c'est pas évident. Parce que là, il y a la poussière tout le temps. On est obligé de nettoyer tout le temps. Les machines ne veulent pas de la poussière.
poussière, ça peut entraîner des pannes. À chaque fois, on essaie de nettoyer, quoi, c'est ça. Puis la clientèle aussi, vraiment, ça a diminué parce que les gens à traverser, ça a coupé complètement la route. Donc, les riverains préfèrent aller ailleurs plutôt que d'affronter la poussière. Non loin de là, dans ce restaurant, le nettoyage est plus fréquent et les aliments bien couverts. Vu la poussière, nous nettoyons, on va dire, chaque 30 minutes en tout cas, parce que vous voyez que c'est pas vraiment fermé. Nous sommes obligés de mettre des rideaux pour empêcher la poussière. Et les aliments, bon, déjà que nous préparons selon la commande, nos aliments restent toujours au frais. Donc nous faisons sortir quand un client passe à commande et puis nous préparons sur place. La poussière, vraiment, ça fatigue, ça fatigue. Là déjà, les routes sont barrées, c'est vraiment compliqué, Les populations de Sacré-Cœur et de la cité Keur Gorgui vont devoir prendre leur mal en patience avant de se départir de cette situation d'ici quelques mois. Sud International. Direction le Burkina Faso pour parler de cette grippe aviaire qui sévit au Sénégal et qui a des impacts au Burkina, puisque pour éviter les risques de propagation de cette maladie, le gouvernement a décidé depuis la semaine dernière de suspendre l'importation et la commercialisation de volailles et de viande de volaille en provenance du Sénégal. Les départements ministériels en charge du commerce et des ressources animales qui portent le dossier insistent encore aujourd'hui sur le respect de cette mesure. La correspondance de notre correspondant à Ouagadougou, Mathieu Somda. Grippe aviaire au Sénégal, l'alerte a été donnée aux autorités burkinabées par l'Organisation mondiale de la santé animale. Immédiatement, une mesure préventive est engagée, explique le directeur de la santé animale, le docteur Victor Guigman. Nous avons procédé systématiquement à l'arrêt de délivrance des autorisations d'importation. Donc, cet arrêt a démarré depuis fin 2020. La grippe aviaire, encore appelée peste aviaire ou influenza aviaire hautement pathogène, est une maladie de la volaille, surtout, mais d'autres mammifères comme le cheval, le porc, peuvent développer cette maladie, y compris l'homme. Le département en charge du commerce, à travers un communiqué, a suspendu l'importation et la commercialisation de volailles et de viande de volaille en provenance du Sénégal. Le directeur des guichets uniques du commerce et de l'investissement, Alassane Ouedraogo. Cette suspension est justifiée par l'apparition de la maladie de la grippe aviaire au Sénégal, en raison du caractère hautement pathogène de la maladie, aussi bien pour la volaille que pour les humains. Il est du devoir du gouvernement de prendre une telle mesure préventive pour maîtriser le risque de sa propagation, notamment à travers les échanges transfrontaliers. D'autres pays de la sous-région ont d'ailleurs pris des mesures similaires plus tôt que le Burkina Faso. Entre 2019 et 2020, la valeur de la volaille et de viande de volaille importée du Sénégal est estimée à des millions de francs CFA, indique le directeur des guichets uniques du commerce et de l'investissement, Alassane Ouedraogo. Les importations de ce type de produits déclarés étaient estimées respectivement à 100 de millions de francs CFA par an. Ces produits sont constitués de poulet, de viande de poulet, de poussins et d'œufs à couver. Comme il convient de le souligner, ce qui est important à retenir ici, ce n'est pas l'importance du volume importé, mais l'existence du risque sanitaire lié à la propagation du virus de la grippe aviaire. Le Burkina, selon le département en charge des ressources animales, a connu 2 épisodes de grippe aviaire en 2006 et en 2015. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Et puis la situation au Mali avec des vols civils qui sont désormais possibles à destination de Tombouctou dans le nord du pays. Le premier vol a d'ailleurs été effectué ce lundi avec l'atterrissage d'un avion qui a transporté une mission gouvernementale, une première depuis le déclenchement de la crise sécuritaire en 2012. Plus de précisions avec notre correspondant Souri Ibrahim Meik. Il y a bientôt 9 ans, aucune liaison aérienne commerciale n'était possible entre Tombouctou et le reste du Mali. Mais depuis hier lundi, on peut rallier la 7e région du pays. C'est un avion d'une nouvelle compagnie malienne appelée Sky Mali qui s'est posé dans la ville sainte avec à bord une délégation ministérielle conduite par le ministre des Transports. C'est le premier vol commercial à
à rallier la ville des 333 saints du nord-ouest malien depuis sa mise sous embargo djihadiste en 2012 et 2013. Ainsi, on pourra désormais effectuer des vols entre Bamako et Tombouctou 2 fois par semaine. En plus de Gao et Kaï, ces voyages civils par avion sont facilités pour Tombouctou grâce au concours de la compagnie, les forces armées maliennes, l'AMINUSMA et l'opération Barkhane qui assureront la sécurité des usagers. Les responsables de ce nouveau service aérien promettent également dans les jours à venir un escale au centre du pays, à Mopti notamment. Pour rappel, les usagers empruntaient le bateau et le corridor miné par l'insécurité pour pouvoir se rendre dans cette zone du Mali qui est distante de la capitale Bamako de 1011 km en voiture. Sori Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM. Sport, Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isseignan. Football tournoi UFOA, le tirage au sort est prévu cet après-midi. C'est à 17h au Grand Hôtel de Thiès. 6 pays sont en lice. Le Sénégal, pays hôte, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Mali. Les équipes vont être séparées en 2 poules et les finalistes du tournoi vont représenter la zone à la CAN U17 prévue au mois de mars au Maroc. Pour rappel, le tournoi de l'UFOA est prévu du 5 au 13 février au stade de la Dior de Thiès. Puis championnat national, quel bilan pour les clubs de Mbour lors de cette 5e journée? La 5e journée n'était pas aussi fructueuse pour les équipes de la Petite Côte. En Ligue 1, aucune équipe n'a enregistré 2 victoires. Par contre, en Ligue 2, Keur Madior a réussi le pari. Les détails avec Moustapha Sall. La 5e journée de la Ligue professionnelle de football n'était pas de tout repos pour les 3 équipes de Ligue 1 du département de Mbour. Aucun club n'a gagné son match lors de cet exercice du week-end. Djambar de Sali s'est incliné à Dakar devant l'AS Douane. Les Gablous ont pris le dessus sur les Djambars de Sali sur la plus petite des marques. 1-0. Le stade de Mbour a laissé 2 points filés à domicile contre Saint-Excellence de Thiès après un nul vierge dans son entre de la tanière du complexe Bruno Metsu. Les stadistes de Mbour ont engrangé 6 points en 5 matchs avec 3 matchs nuls, un succès et une défaite. Ils occupent présentement la 9e place du classement. Son voisin et ennemi juré, Mbour Petite Côte, avec un début de saison poussif, est allé à Louga arracher un nul d'1 but partout face à l'Azak Ndiambrosat Albouri Ndiaye. Les Pélicans d'MPC sont à la 12e position, synonyme de premier non relégable. 3 défaites, 1 nul, 1 succès après 5 rencontres. Peut-être ce bon point de prix sera une bouffée d'oxygène pour les poulains du coach italien qui vont accueillir lors de la 6e journée. À noter que Djambar, malgré sa défaite, reste leader de la Ligue 1, 10 points au compteur. Les académiciens de Sali Portudal viennent d'enregistrer le premier revers à la suite de 3 victoires et 1 nul. Djambar a une attaque de 7 buts marqués contre 5 concédés, soit une moins 2 buts encaissés par match. Pour la Ligue 2, les 2 équipes de Mbour qui évoluent à ce niveau sont toutes sorties victorieuses lors de la 5e journée. Keur Madior a pris le dessus sur Diamano de Fatick sur le score étriqué d'1-0 et occupe la 2e place du podium de la Ligue 2. Les protégés du coach Malik Diop qui effectuent une bonne entame de saison avec 3 victoires, 1 match nul et une défaite. L'autre équipe, c'est Dembe Diop FC, promu la saison dernière, qui a reçu et battu EJ Fatick sur la marque de 2-0. Dembe Diop est logé à la seconde moitié du tableau, à la 9e place avec ses 6 points, 2 victoires et 3 défaites en 5 journées. Moustapha Salembourg, Sud FM. Moustapha Sall, donc Djambar de Sali occupe la première place du classement de la Ligue 1 avec 10 points. Stade de Mbour 9e avec 6 points. Mbour Petite Côte 12e, première équipe non relégable avec 4 points au compteur. Pour la 6e journée prévue ce week-end, Djambar reçoit son dauphin Teungueth FC. Stade de Mbour sera à Dakar pour faire face à NGB, la Lanterne Rouge. Mbour Petite Côte accueille Union Sportive de Gorée-Isseignan. Et puis Coupe d'Italie pour boucler, début des demi-finales ce mardi. Inter de Milan reçoit Juventus de Turin à 19h45. La deuxième demi-finale oppose Naples de Kalidou Koulibaly à Atalanta Bergame demain à 19h45. En Espagne, c'est le début des quarts de finale de la Coupe du Roi ce soir. Almeria, club de la 2e division, défie FC Séville à 20h en Allemagne. On joue les 8e de finale de la Coupe nationale. Dortmund accueille Paderborn.
1, Werder de Brême contre Grutsch. Donc ces rencontres sont prévues à 20h en Angleterre. La première ligue démarre sa 22e journée ce mardi. West Bromwich rend visite à Sheffield. Wolverhampton reçoit Arsenal. Les deux matchs se jouent à la même heure à 18h. Southampton sera sur la pelouse de Manchester United. Crystal Palace se déplace chez Newcastle à 20h. Merci beaucoup Odile Minkilan. Sud Matin, l'invité du jour. Le docteur Hassan Diop est notre invité. Le docteur Hassan Diop est le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Il répond aux questions de Marie-Rosalie Ndiaye. Docteur Hassan Diop, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Beaucoup de personnes présentant des symptômes semblables à ceux du Covid-19 se présentent de plus en plus au niveau des officines pour demander quelques médicaments. Dans ces cas de figure, quelle est en général l'attitude du pharmacien? Oui, l'attitude du pharmacien, c'est ce que le pharmacien a l'habitude de faire. C'est d'abord d'identifier si réellement c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Et la prise en charge ne va pas au-delà de soulager les symptômes. Mais dans le cas où nous suspectons un cas de Covid, le pharmacien, il a son rôle après avoir rassuré le malade ou la personne, après avoir discuté avec la personne pour la pousser à comprendre un peu c'est quoi cette maladie et à accepter éventuellement de se faire dépister, c'est de l'orienter vers les structures de prise en charge. Ou en tout cas, tout faire pour que cette personne puisse appeler au niveau des centres de prise en charge pour se faire dépister, éventuellement se prendre en charge. Donc le rôle, c'est de rassurer, de faire accepter au malade, de faire comprendre à la personne la maladie et de l'aider, de la pousser à se faire dépister, à se faire prendre en charge. On sait également que certaines personnes viennent demander des médicaments qui sont censés soulager leurs symptômes ou les soigner tout simplement, mais des médicaments qui nécessitent forcément la prescription d'une ordonnance ou qui peuvent avoir des effets secondaires. Dans ces cas-là, comment font les pharmaciens? Oui, ça c'est quelque chose que nous vivons effectivement tous les jours. Et souvent on demande même des médicaments qui n'ont absolument rien à voir avec la prise en charge de la maladie. Notre rôle, c'est toujours de sensibiliser, d'abord de refuser de vendre certains médicaments sans ordonnance, mais également de sensibiliser la personne sur les dangers de l'automédication. Quel que soit le médicament, aussi bénin puisse-t-il paraître, ce médicament peut présenter des effets secondaires graves, peut même aggraver une maladie. Donc, notre travail, c'est vraiment de sensibiliser les gens, de les pousser à vraiment éviter cette automédication et de se rapprocher des professionnels de santé pour la prise en charge d'abord poser le bon diagnostic et la prise en charge des symptômes qui se présentent. À ce stade de la pandémie, les pharmaciens ont été impliqués dans un quelconque protocole de prise en charge? Non, je dois dire clairement que non. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, constitue quand même une insuffisance dans la prise en charge, en tout cas dans le système, parce que chacun y va selon ses sensibilités ou sa connaissance de la maladie, etc. Alors qu'à mon avis, je crois qu'il est extrêmement important qu'on ait un protocole unifié et uniforme pour que chaque pharmacien, devant un cas suspect de Covid, puisse savoir quelle est la conduite à tenir, que ça soit vraiment clairement défini et suivi par tout le monde. C'est important. Pourquoi c'est important, en plus de nous permettre de jouer notre rôle de mission de santé publique, c'est que, comme vous le savez, de plus en plus, les gens vont sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour glaner des informations sur la maladie, mais également, à la limite même, venir nous demander des médicaments parce qu'ils ont déjà lu ça sur Internet. Et il va falloir qu'ensemble, qu'on tombe d'accord sur ce qu'il faut faire. Et à ce jour, il n'y a pas de protocole clair qui permet à chaque pharmacien, à tous les pharmaciens du moins, d'avoir la même attitude devant des cas suspects. Est-ce que la possibilité d'élargir les tests au niveau des officines est envisageable dans ce cas de figure? Oui, c'est envisageable. Mais il faut aussi comprendre une chose, que les tests, il ne s'agit pas seulement de faire un test. Ça, les pharmaciens savent le faire, on a été formés pour ça. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse avoir un encadrement, un système où chacun va jouer son rôle. Donc, ce test-là, il peut paraître banal, mais c'est un acte de biologie médicale.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un travail à faire en amont. Et une fois que le test fait aussi, si toutefois c'est positif, il y a aussi un travail à faire en aval. Donc le pharmacien est prêt à s'insérer dans un programme, dans un système où vraiment les rôles sont clairement définis. Mais pour faire les tests, quand même, on a des tests rapides. Ça, on a la compétence pour. Mais ce qui est important, à notre avis, c'est qu'on puisse être dans le système où les rôles sont clairement définis et où le pharmacien sait où est-ce qu'il peut commencer et jusqu'où il doit s'arrêter. Docteur Hassan Diop, je vous remercie. Je vous en prie.